Bonjour, nous sommes le mardi 17 octobre et nous sommes, pour une fois, j'ai fait ma promenade du matin, parce que cet après-midi, je vais voir un autre dentiste, histoire d'avoir un autre diagnostic. On m'a prescrit d'aller voir un spécialiste pour faire dévitaliser ma dent, mais c'est non conventionné. Et c'est très cher, donc j'ai retrouvé un ancien dentiste que je connaissais, je vous raconte mes histoires, et c'est la galère, il faut faire des kilomètres. Donc cet après-midi, c'est une équipée pour aller voir ce fameux dentiste qui m'a soigné autrefois, et je vais avoir une expertise. Vaut mieux deux avis que un, surtout dans ce domaine-là, où on est toujours un peu suspect quant au diagnostic et parfois aux solutions qui vous sont proposées. On est obligé de soi-même de s'impliquer, de réfléchir à la question. Et c'est comme ça pour le médical, si on se laisse manipuler ou immédiatement on s'arrête à un diagnostic, on s'aperçoit que parfois ça ne fonctionne pas et qu'il faut, au lieu de faire confiance, il faut comme tout, il faut soi-même se poser des questions, essayer de réfléchir avec les moyens du bord, parce qu'on n'a pas toujours les qualités ou les capacités pour bien discerner la question, mais on essaye de faire, comme beaucoup de domaines qu'on ne maîtrise pas forcément, mais on essaye de se faire une idée. Bonjour, la factrice. Donc aujourd'hui, la thématique ce matin, c'est on essentialise de plus en plus et on se perd à essentialiser tout. Évidemment, on commet des erreurs puisqu'on généralise. En fait, essentialiser, c'est poser des généralités en réalité. Et donc, on est dans ce processus-là qui devient... Donc après un événement, quand vous avez un événement qui se passe, les choses se polarisent et se polarisent avec derrière des principes et des arguments qui sont essentialisants. C'est-à-dire qu'on essentialise la question, on parle des chrétiens, par exemple, quand on parle des religions, on parle des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans, on essentialise. Quand on parle des catégories ethniques, on va parler des asiatiques, on va parler des slaves, on va parler des occidentaux. Qu'est-ce qu'on entend par occidentaux? On va parler des blancs, des européens, ensuite on va parler des arabes, on va parler des perses, on va parler... Bref, on essentialise assez facilement pour tenir un raisonnement global. On essentialise, la médecine essentialise, la psychanalyse essentialise en définissant certaines maladies et en mettant des gens dans des tiroirs qui correspondent à une définition d'un prototype d'homme. Et donc on essentialise sans arrêt. Notre société, en plus, je dirais, moderne, a contribué à cette essentialisation en divisant les particularités, mais en les rassemblant également. Du coup, on raisonne en fait beaucoup, et tous, moi y compris, on raisonne en essentialisant les questions. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Non, je pense que d'une certaine manière, il faut parfois, pour tenir un raisonnement global, on est obligé d'essentialiser. On est obligé parce que on ne peut pas rentrer dans la nuance personnelle, dans la nuance individuelle. Par exemple, vous parlez des Africains, de l'Afrique et des Africains. On essentialise. Et quand vous essentialisez, quand vous basez votre raisonnement, il y aura toujours une personne pour dire « mais moi je suis africain, mais je ne suis pas du tout tel que vous me le dites, tel que vous me le décrivez ». Mais vous essentialisez en parlant des Africains. Alors il faudrait dire 1 plus 1 plus 1 Africain. Alors s'il y a 1 milliard, il faudrait dire 1 milliard de fois tel... Il faudrait dire 1 milliard de fois un Africain
qui s'appelle un tel et un autre et un autre et un autre, et en tenant compte de chaque particularité. Il faudrait rentrer dans les particularités ethniques, dans les particularités historiques, etc. Et on parle d'un continent, et on parle de 2 milliards d'habitants, et pareil pour l'Inde, et pareil pour la Chine. Si on parle des Chinois, peut-être qu'on essentialise que les Chinois ne sont pas tels qu'on les présente d'une manière globale, parce qu'il y a toujours eu un type, un gars qui sera chinois, qui dira « mais je ne me reconnais absolument pas dans votre manière de comprendre les Chinois et de parler. Moi, j'appartiens pas à cette globalisation. » Et donc, vous avez toujours, effectivement, l'individu qui revendique sa particularité et qui dit comme ça « mais moi, vous m'englobez dans ce champ-là, mais j'y suis pas ». C'est ce qui se passe actuellement avec la question israélo-palestinienne, c'est-à-dire on parle des Palestiniens, on parle des musulmans et on parle des juifs. Et on parle des Israéliens. Un Israélien n'est pas forcément juif. Il y a des Arabes israéliens. Et les Palestiniens ne sont pas forcément pro-Hamas ou musulmans. Il y a peut-être des Palestiniens, il y en a sans doute, il en reste, j'espère, des Palestiniens qui sont chrétiens. Et donc, on essentialise. Et aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien que la mayonnaise monte, une polarisation est en train de se construire autour de cette question palestinienne. Je vois bien, parce qu'il y a des réactions extrêmement violentes, des partis pris violents, radicaux, par rapport à un principe qui essentialise la question. Et donc, il n'y a plus d'arguments. On bascule effectivement dans une catégorie ou dans une autre. On défend son camp, on essentialise, on défend son camp, on prétend appartenir à un camp. Par exemple, on pourrait dire que quand on parle de guerre de civilisation, alors c'est l'islam qui s'oppose à l'Occident. C'est ça la guerre de civilisation. En gros, c'est le monde religieux incarné par l'islam qui s'oppose à un monde laïque, progressiste que défend l'Occident. On pourrait penser que la guerre de civilisation, c'est ça, mais on peut aussi considérer que l'Occident, c'est le monde chrétien, et on pourrait essentialiser en disant c'est les musulmans qui veulent prendre la revanche sur le monde chrétien, qui a dominé le monde, etc., etc. Bref, on part dans des principes comme ça, globaux, et les gens revendiquent ensuite leur camp, et se battent pour leur camp. Et donc, pour anéantir l'adversaire, on va sortir des arguments qui sont des arguments globaux ou des anathèmes. Et on va dire, par exemple, si tu t'en prends aux musulmans, on va dire tu es islamophobe. Est-ce que je vous donne votre courrier maintenant? Oui, bien sûr. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Également, au revoir. Merci, au revoir. Le courrier est là, on regardera ça tout à l'heure. Et donc c'est... Alors par exemple, vous parlez des musulmans. Si vous en parlez en critiquant globalement les musulmans, qui représentent quand même 2 milliards d'habitants, ce qui n'est pas rien, parce que dans les musulmans, évidemment, il y a des Indonésiens, il y a des ethnies différentes, il n'y a pas que des Arabes, évidemment, tout le monde le sait. Donc on va vous dire, mais si tu critiques les musulmans, tu es islamophobe. C'est l'argument. C'est le narratif qu'on entend parfois et qui donc est une forme d'injonction, une forme comment dire, un anathème que vous lancez comme ça en disant tu critiques les musulmans, donc on va te détruire parce que tu es islamophobe. C'est l'anathème. Et certains qui ont critiqué l'islam sont aujourd'hui inquiétés parce qu'on veut s'en prendre à leur vie, parce qu'on ne supporte pas que on puisse critiquer la religion musulmane parce que certaines personnes se sentent attaquées personnellement. Mais c'est pareil pour les juifs. Si vous attaquez un juif, immédiatement il va se retrancher, parfois par l'anathème tu es antisémite, ça s'est vu. Il y a des gens qui sont antisionistes mais qui ne sont pas antisémites. Aujourd'hui on confond les deux. Parce qu'il peut y avoir effectivement une forme d'antisémitisme qui s'exprime à travers l'antisionisme. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a des juifs qui sont antisionistes. Et donc, là aussi, il y a des nuances et on ne peut pas systématiquement, si vous voulez, avoir forcément toujours à la bouche une forme d'anathème dans la manière de défendre ces arguments. Sinon, vous construisez des murs
et c'est le meilleur qui gagne, quoi. Et après vous faites une guerre, mais dans une guerre il y en a un des deux qui gagne, il y a un perdant et un gagnant. Mais le perdant est la victime, donc la personne frustrée, et le gagnant est le bourreau, la personne bien entendu dénoncée. On essentialise et on bâtit comme ça des raisonnements sur une essentialisation qui est une impasse intellectuelle, qui est une impasse, parce que c'est vrai que quand on parle des musulmans, on peut pas comparer certains musulmans qui vivent dans une forme de tolérance et de tranquillité, comme ça s'est vu à travers des situations, des pays où je dirais qu'il y avait une entente paisible entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, ça se passait bien, on le voit. Vous avez vous avez plein de témoignages de ce sens-là, et les gens ne comprennent pas, ils disaient mais nous on s'entendait, on n'était pas divisés, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous avez effectivement des idéologies qui s'appuient, qui usent de cette essentialisation pour diviser. Vous avez évidemment de toutes parts des gens mal intentionnés qui globalisent et ça dans tous les camps, vous avez ça, c'est-à-dire des gens qui globalisent et qui instrumentalisent. Et du coup, vous opposez parfois les personnes comme ça entre elles par rapport au camp dans lequel elles sont. Par exemple, on globalise les musulmans. Alors, évidemment, vous avez aujourd'hui cette globalisation qui est en train de toute façon, on ne va pas y échapper. La globalisation, elle est en train de se faire. Et c'est irréconciliable. En fait, quand on rentre dans une globalisation de cette manière-là, quand on essentialise tout, mais d'une manière malhonnête, avec une mauvaise foi, évidemment, on finit par faire la guerre, et on finit par se faire la guerre, et on finit par un conflit. Et des gens vont se retrouver dans des camps, à défendre des camps qu'ils n'auraient pas défendus en temps de paix. Et certains vont se retrouver à défendre des personnes. Par exemple, aujourd'hui, on voit que des musulmans défendent le Hamas parce qu'ils estiment qu'Israël a été injuste vis-à-vis des Palestiniens. Alors qu'ils globalisent, en fait, ils essentialisent. En gros, ils s'associent à des terroristes, parce que ce qu'ont fait les islamistes, c'est parfois, c'est absolument odieux dans la manière dont ils sont comportés, mais les gens, certains vont dire, oui, mais Israël a fait la même chose, donc ils essentialisent, et du coup, et comme le conflit monte, ils vont se retrouver finalement à défendre le Hamas, alors que en situation de paix, en situation où il n'y aurait pas eu cet entrechoc parfois de civilisation, ou cet entrechoc de globalisation à travers les religions, les gens n'auraient pas pris parti, des musulmans n'auraient pas pris parti pour le Hamas. Les Palestiniens ne sont pas tous pro-Hamas, et on voit qu'il y a des nuances, et on voit qu'il y a et que comme les Israéliens et les Juifs ne sont pas tous pro le gouvernement actuel. Yahou, là, je sais plus comment ça se prononce. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un piège dans tout cela. Et vous allez me dire, le piège, il est voulu, il est construit, il est fabriqué par l'État profond pour justement créer un chaos sur lequel va s'établir le nouvel ordre mondial. Je connais la théorie, je connais le principe, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une manipulation dans tous les sens qui produit un chaos sur lequel va être bâti un autre système. Oui, ça a été assumé, on ne peut pas non plus dénigrer on ne peut pas non plus sous-estimer cette interprétation puisqu'elle a été assumée par certains. Même Macron a dit comme ça qu'il faudrait le chaos. Il n'a pas exprimé comme ça, il a dit qu'il faudrait que tout soit à terre pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc il y a toujours cette idée du chaos, mais le problème c'est que le chaos peut vous échapper. C'est des apprentis sorciers qui pensent comme ça. Ils pensent maîtriser le chaos, ils pensent le maîtriser, mais un jour ça peut leur péter à la... C'est comme le golem, la mythologie du golem, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, vous fabriquez un monstre. Au début, vous pensez que ce monstre va vous sortir de là, vous fabriquez un monstre, et ce monstre se retourne contre vous. C'est peut-être ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que la situation est loin d'être déjà finalisé, c'est loin d'être clair, et on ne sait pas exactement comment tout ça va évoluer. Pourquoi?
ça me paraissait important il y a du monde le matin, il y a plus de vie le matin que l'après-midi. Ben voilà pourquoi je voulais souligner cette question-là de l'essentialisation, de la globalisation, parce que aujourd'hui, nous sommes pris dans une dialectique de ce type-là. Et je vois que la ligne de front, la ligne de séparation, la ligne de front, c'est la même chose, vont se faire autour de certains principes globalisants. Et Karl Marx, quand il a parlé des luttes de classe, il a globalisé. Il y avait des bons patrons, il y avait des bons bourgeois, et il y avait des saloperies d'ouvriers et de pauvres. Donc, lui, il a défini simplement les exploités et les exploiteurs. Et beaucoup aujourd'hui globalisent comme ça. Ils disent tous les patrons sont des salauds. Et tous les salariés sont des victimes. On sait que c'est faux. Mais on globalise. On globalise la question de la société. Les gilets jaunes, on a globalisé. On globalise les bobos, on globalise. Quand on parle des bobos, on globalise. Quand on parle des boomers, on globalise. Vous voyez? Et il y en a qui disent, mais moi je suis pas boomer, moi. Il y a un abonné qui me disait, mais je vous parlais toujours des boomers. Mais moi je me reconnais pas dans ce que vous dites des boomers. Alors je dis, effectivement, quand on parle des boomers, on entend une certaine catégorie de population. Mais on n'englobe pas forcément toute la population. Mais ça représente quand même un pourcentage important de la population sous ce titre de boomer. Mais tous ne sont pas, tous les mecs entre 70 et 80 ans sont pas forcément des boomers. Mais il y en a, et donc on globalise quand on parle des bobos, c'est pareil, on globalise, parce qu'en réalité, c'est pas tous les jeunes qui ont une bonne situation, qui sont cadres, ne sont pas forcément des bobos, mais on parle des bobos, voilà. Donc, on est donc coincé entre une globalisation qui s'accentue, une essentialisation qui s'accentue dans les raisonnements, dans les disputes, dans les confrontations, et puis les cas particuliers. J'ai lu des témoignages, quand on reprend un peu, parce que j'ai lu pas mal de livres sur l'occupation, la dernière guerre, les choix que certains ont fait avant que Hitler gagne la guerre. Il y avait des gens pro-nazis, il y avait des gens pro-allemands, il y avait des gens anti-allemands, et vous aviez à droite des pros et des anti-allemands, comme vous aviez à gauche des pros et des anti-allemands, et vous aviez à gauche des gens qui voulaient l'alliance avec l'Allemagne. Il y avait des gens qui étaient à gauche qui sont devenus pro-hitlériens. Et il y avait beaucoup à gauche d'antisémitisme, comme il y en avait à droite également. Et il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Et vous avez même des situations curieuses, et j'ai vu, où il y avait des antisémites qui se sont retrouvés avec des potes juifs dans un même combat, parce qu'à un moment donné, il fallait se déterminer par rapport à l'ennemi commun. Et donc, je me souviens plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais il y avait un gars, il était antisémite, et finalement, son meilleur pote, pendant la résistance, pendant la guerre, c'était un juif. Et finalement, il riait d'eux-mêmes. Enfin, je veux dire, le mec était antisémite, il disait, mais c'est quand même incroyable que mon meilleur pote c'est un juif, parce qu'en fait, il s'était retrouvé dans une situation où ils se sont retrouvés dans une situation de combat, et leur ennemi commun était était les Allemands, et donc ils se sont retrouvés l'un à côté de l'autre, en pensant que jamais cette situation se présenterait. Mais c'est typique. C'est typique. Vous avez des gens qui ont voté Le Pen, qui étaient anti-musulmans, anti-immigration, dont parfois leurs meilleurs amis ou leurs meilleurs alliés sont des Arabes et des musulmans. Dans la vie courante, je parle, parce qu'ils se sont entendus sur un business, parce qu'ils ont eu parfois le même adversaire à convaincre, à poursuivre, et ils se sont retrouvés. Comme aujourd'hui, vous avez des gens de droite, même d'extrême droite, qui sont pro-palestiniens, alors qu'ils sont anti-musulmans et anti-immigration. Et ils se retrouvent sur la question palestinienne parce qu'ils ont en commun la condamnation d'Israël, et ils sont contre les Juifs, ils sont contre Israël, et ils se retrouvent parfois alliés avec des musulmans pour cette raison-là. Donc il y a des alliances qui se font comme ça, qui n'étaient pas forcément naturelles, parce que dans un autre contexte, ils auraient été
peut-être opposés. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement. C'est-à-dire, on assiste à une redistribution des cartes à travers ce conflit israélo-palestinien qui va nous étonner, parce qu'on va retrouver des gens de droite qui étaient anti-émigration, anti-musulmans, qui vont se retrouver alliés aux musulmans dans la défense, par exemple, de la cause palestinienne. Et on va retrouver des gens de gauche qui vont s'allier avec d'autres personnes de droite qui sont pro-israéliens, pour la défense d'Israël, etc., etc. C'est ça que je veux vous dire. Et à un moment donné, les gens se déterminent dans un camp parce que parfois, quand on commence à avoir une insécurité et quand les armes sortent, évidemment, vous êtes obligé de vous définir dans un camp puisque la neutralité n'existe pas. Et donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement, qu'on est embarqué dans un camp, parfois malgré nous, parce que la situation nous y oblige, nous y contraint. C'est toute la subtilité de la période que nous vivons. Je crois qu'il y a eu déjà des périodes comme ça dans l'histoire, et on va se retrouver dans un contexte de ce genre-là. Voilà un petit peu ma réflexion du jour. Je vous souhaite bon appétit, bonne journée, parce que là je parle de l'appétit parce que ça va être bientôt midi, et je vous dis à bientôt.